le débat. Et à mes côtés, Béatrice Fava-Poinceau, directrice de l'agence L'Adresse à l'Accro et présidente de la fondation L'Adresse. Bonjour Béatrice. Bonjour Marie. Je suis ravie de vous avoir. Vous aviez déjà participé, comme Grégoire, à un pro de limo. Cette fois, on a la chance de vous avoir physiquement en plateau et également à nos côtés. Et quelle chance de l'avoir aussi physiquement en plateau. Le patron des rats, évidemment, c'est Éric Alouche qui est avec nous ce midi. Bonjour Marie. Et je le disais en préambule. Alors, je disais que j'allais vous donner, moi, un prêt à taux zéro à 100 000 euros. Non, c'est pas moi personnellement. C'est peut-être l'État demain, parce que c'est évidemment une proposition d'une députée UDI à l'Assemblée nationale, donc qui va être débattue jeudi, si je dis pas de bêtises. Et donc son but, c'est de dire, pour relancer la natalité, il faut permettre aux familles, j'allais dire en expansion, d'avoir un logement adapté à leurs besoins. Sur le papier, vous en pensez quoi tous les deux de cette proposition de loi ? Moi, j'en pense que du bien, parce que déjà, effectivement, il faut relancer la natalité. Alors, on sait qu'on ne relancera pas la natalité uniquement avec le logement. Quand on a envie d'avoir un enfant, ce n'est pas uniquement le crédit, mais effectivement, ça y contribue. Oui, il y a pas mal de gens qui renoncent à avoir un enfant parce qu'ils savent que le logement n'est pas adapté. Bien sûr, absolument. Mais en plus, il faut relancer l'immobilier. Et là, on le voit, les promoteurs ont sorti un chiffre. On a encore 19% de moins de construction par rapport au trimestre précédent, de l'année précédente. Donc tout ça, c'est dramatique. Donc on voit qu'il y a des choses qui se conjuguent. Et le logement est le point d'accroche, le cœur finalement de beaucoup de choses, que ce soit la natalité, aussi la croissance, aider ce secteur qui effectivement draine énormément d'acteurs un petit peu partout. Donc le logement est extrêmement important. Heureusement, on voit des signes actuellement qui démontrent qu'il y a une prise de conscience. Politique, pour autant, est-ce que ça va assez loin ? Je ne suis pas sûr. On attend, on espère, dans l'intérêt du logement et dans l'intérêt des Français. Oui, et d'ailleurs, je salue donc la députée UDI, Constance de Pellichy, qui était avec nous vendredi dernier à l'antenne pour justement évoquer cette proposition de loi et qui disait « Attention, parce que ce coût pour les finances publiques qu'on commence à évaluer aujourd'hui, en parallèle, il y a aussi des recettes de TVA, de création d'emplois, etc. Donc, toujours se rappeler que quand on dépense pour le logement, derrière, on crée aussi des recettes pour l'État. Je vous regarde, Béatrice, sur le papier, même chose, même question qu'à Éric. Est-ce que vous avez le sentiment que ça y est, on va dans le bon sens et on voit l'intérêt de relancer l'accès à la propriété ? On va complètement dans le bon sens, surtout qu'il est prévu qu'il ne soit pas accessible qu'aux primo-accédants. Justement, ouais. Et effectivement, ça, c'est une avancée, il me semble, majeure, parce qu'aujourd'hui, un couple qui a déjà un enfant et qui est dans un T3 et qui effectivement, moi-même je suis maman de 2 enfants, j'ai mes enfants qui sont en âge d'avoir eux-mêmes des enfants et je me dis effectivement ça me ferait de la peine qu'ils renoncent à avoir un 2e enfant, voire même parfois un 1er, parce que effectivement il y a un sentiment un petit peu d'incertitude. Ça me ferait vraiment de la peine qu'ils renoncent simplement pour cet aspect financier. Et si le prêt à taux zéro famille pouvait leur donner ce petit coup de pouce qui serait vraiment très important et qui permettrait effectivement même à des locataires qui peut-être n'avaient jamais pensé à pouvoir accéder à la propriété. Effectivement, aujourd'hui, on a fait un petit peu nos calculs, nous, au sein du réseau L'Adresse. Et effectivement, si moi, je devais donner un exemple, moi, j'habite la région toulonnaise, dans le Var. Aujourd'hui, une location d'un T3, c'est à peu près 900 €. Par mois de loyer. On est à peu près à 15 € du mètre pour un 60 mètres carrés. Aujourd'hui, si on veut acheter à 3 500 du mètre à peu près sur la région toulonnaise, on en a pour un peu plus de 210 000 €. Sans le prêt à taux zéro, on est à un remboursement d'un petit peu plus de 1 050 €. Donc bien au-dessus du loyer que je paierais à la même surface. Est-ce que nos locataires auraient la possibilité d'avoir cet endettement de plus ? Pas sûr. Aujourd'hui, avec le calcul des 100 000 € possibles, on tomberait à un remboursement un peu inférieur à 900, à 890 €. Donc ça leur permettrait peut-être même d'intégrer... De gagner de l'argent, d'intégrer peut-être les frais de notaire pour se garder une part travaux. Donc ça, c'est une avancée effectivement qui me paraît majeure et qui nous permettrait effectivement, nous, dans nos métiers, de dégager du logement et d'assurer une espèce de rotation et d'envie d'entreprendre là-dedans. Alors bien sûr, on ne peut pas se dire qu'on va faire un enfant que pour les 100 000 € parce que c'est un gros engagement à vie. Alors on est tous parents, je crois, là, donc on sait très bien que ce n'est pas suffisant. Dans ce cas-là, il faut un PTZ un peu plus élevé. On appelle la déficit. Et grand souci. Ça, c'est nos grands-mères qui nous disaient ça se confirme. Ça se vérifie. Ça se vérifie. Voilà. Éric, même chose, est-ce que vous les sentez, ces acheteurs j'allais dire qu'ils sont à 100 000 € près, évidemment, mais là, 100 000 à 0% d'intérêt, c'est pas réellement 100 000 de capacité supplémentaire. Mais enfin, est-ce que vous les voyez, ces gens qui
c'est ce coup de pouce-là qui leur permettrait d'avoir la chambre en plus. Alors les acheteurs sont là, tout le monde veut accéder à la propriété. D'ailleurs, on voit qu'il y a eu une baisse du nombre de propriétaires, puisqu'on était à 58, on est passé à 57%. Ouais, c'est vrai. Donc il y a des signes annonciateurs qui se conjuguent, et je pense que tout le monde a envie d'être propriétaire, tout simplement parce que quand vous arrivez à la retraite, tout le monde parle de la retraite actuellement, comment on va la financer demain, etc. Quand vous n'êtes pas propriétaire, que vous arrivez à la retraite et que vous avez vos revenus qui sont divisés par 2, voire même moins parfois, c'est extrêmement difficile. C'est angoissant. Donc je pense que dans l'intérêt même d'une société, là on parle de quelque chose d'un intérêt au niveau de tous les Français, dans la durée, il faut être propriétaire. Quand on est propriétaire, forcément, on est mieux inséré dans la société, on se sent beaucoup mieux, donc c'est un gage aussi d'apaisement social. Mais Éric, là, vous prêchez une convaincue sur l'accès à la propriété pour des gens qui ne le sont pas déjà. Mais je trouve que Béatrice soulevait un point important, c'est que la députée tient absolument à ce que ce ne soit pas réservé qu'aux primo-accédants. Je le dis d'un mot d'ailleurs, pour les primo-accédants, ceux qui ne sont pas encore propriétaires, si ce PTZ famille voit le jour, vous pourrez le cumuler avec le prêt à taux zéro déjà existant. Mais bref, on passe sur les primos qui, pour le coup, sont seuls éligibles au PTZ classique. Alors, je crois que c'est extrêmement important, ça, parce qu'en fait, quand il y a des mesures comme ça en faveur de l'immobilier, très souvent, on l'interprète comme une aide à des gens pour qu'ils puissent accéder à la propriété parce qu'ils n'en ont pas les capacités. Je pense qu'il faut arrêter ce mode de fonctionnement. Il faut aider le secteur de l'immobilier au-delà des gens. Alors, évidemment, en ne réservant pas ça ni à des conditions de revenus, ni aux primo-accédants, forcément, on fait simple. C'est un signal fort qui est donné aux gens. Aujourd'hui, les gens, ils voient que les taux qui remontent. Qu'est-ce qu'ils se disent ? Ils disent, bon, on va peut-être attendre, là, on va peut-être... Et puis la situation économique n'est pas trop bonne, on a les élections l'année prochaine. Donc, il y a... Et puis, il y a tout ce qu'on voit aujourd'hui, avec ce qui se passe dans le Golfe et ailleurs. Tout ça, c'est extrêmement angoissant. Donc, il faut donner un signal fort qui dit aux gens, oui, on va y aller. Et ça, c'est extrêmement important dans l'intérêt même du pays. Mais je rebondis quand même là-dessus, Béatrice. C'est que moi, je me dis, mais est-ce qu'on ne va pas favoriser des gens qui sont déjà propriétaires, qui ont peut-être déjà les moyens de se payer la chambre en plus ? Est-ce que ce n'est pas aussi la question de se dire qui on va aider Je ne suis pas tellement convaincue, parce que nous, on est allé un petit peu interroger depuis qu'on a eu vent qu'effectivement cette proposition de loi était imminente. On est allé interroger, nous, les sociétaires du réseau L'Adresse, et on a eu beaucoup de remontées où des agences nous disaient qu'ils avaient déjà plein d'idées de relance, pas forcément de propriétaires qui étaient multimillionnaires, bien au contraire, plutôt des gens qui, parce que nous, quand on fait quand même un des plus beaux métiers du monde que de loger nos clients, et effectivement, quand on découvre leurs projets, lorsqu'on se rend compte qu'en discutant avec eux, on va chez eux, on voit peut-être un enfant qui gambade, et puis on s'interroge, on discute avec eux, on essaye de comprendre ce qu'ils recherchent, et bien, bon nombre, on sentait qu'ils avaient le sentiment de peut-être pas pouvoir vendre déjà un bien sur lequel peut-être pour les secondo-accédants était déjà avec des taux à 1% pour ceux qui avaient eu la chance d'acheter à l'époque où on était à 1%. Comment lâcher le crédit à 1% pour un crédit à 3,5 ? Voilà, mais ce serait quand même effectivement dramatique de renoncer à un enfant pour une chambre de plus. Finalement. Oui, parce qu'en fait, si vous calculez le prix de la chambre en plus, alors je sais que chez vous, Brice Cardi, le patron de votre réseau, avait fait un petit test, il adore ranger, Brice, en se disant, sur le papier, si je regarde les prix au mètre carré, ça peut valoir 50 000 €, ma chambre en plus, mais 14-15 mètres carrés supplémentaires. Mais enfin, la réalité, c'est que je vais lâcher mon crédit à 1%, ou en tout cas moins de 2% pour un autre à 3,5%, entre les DMTO, les machins, les trucs. Et au final, lui, il dit, cette chambre en plus, c'est pas 5 ans, c'est 100 000 € potentiellement. Donc effectivement, pour tous ceux qui ont un petit logement, parce qu'ils ont eu la chance de pouvoir démarrer leur parcours résidentiel assez tôt, et effectivement, cet accès à un logement plus grand est finalement assez complexe aujourd'hui. C'est ça aussi l'idée. Absolument. Je trouve aussi, moi, qu'au niveau de la mutation et d'un dynamisme même du marché immobilier en général, ça permettrait effectivement peut-être à des locataires de libérer des logements un petit peu petits, peut-être à certains de se dire on va libérer du logement peut-être pour des étudiants, pour des gens qui sont à mobilité. Donc je pense qu'effectivement ça va complètement dans le sens de l'histoire pour effectivement faire d'une pierre deux coups. Redonner ce dynamisme à notre marché qui frémit un petit peu, et aussi effectivement permettre, on parlait de retraite tout à l'heure, les enfants qui vont naître aujourd'hui seront aussi ceux qui permettront peut-être à vous, Marie, et à mes enfants, et peut-être au vôtre, Éric, d'avoir une retraite. Les trois. Donc, les trois, vous avez encore mieux travaillé que moi. C'est votre femme qui a travaillé, c'est pas vous. Ça y est, on va partir sur le débat. Non, mais deux, on est d'accord, aucun débat genré dans ça. Deux, c'est parfait, c'est très bien, on est très bien avec vous. Vous inquiétez pas, Béatrice. Non, mais Éric, d'un
mot, parce que quand même sur ce sujet, l'universalité du dispositif, c'est quelque chose auquel la députée tient particulièrement. Et elle explique qu'elle considère que cette politique en faveur de la natalité ne doit pas forcément être une politique sociale. N'empêche, compte tenu des finances publiques, la question de savoir si n'importe qui peut avoir accès à ce type de dispositif, elle se pose. Est-ce que vous pensez véritablement qu'il ne pourrait pas y avoir une forme d'évolution de ce prêt à taux zéro famille en fonction des revenus des bénéficiaires, sans pour autant sortir quiconque du dispositif? Je pense qu'il ne faut pas avoir un raisonnement comptable en disant voilà ce que ça va coûter. Il faut voir aussi ce que ça va rapporter. C'est-à-dire ce qu'on oublie derrière, c'est qu'il y a des entreprises qui travaillent, on oublie qu'il y a des revenus pour l'État, il y a des taxes pour l'État, donc tout ça est extrêmement positif. On sait que les revenus immobiliers, en termes d'imposition, rapportent plus que l'impôt sur le revenu. Donc il faut réfléchir à tout ça. Il faut rentrer dans un schéma. Je pense qu'il faut changer le logiciel. Il faut passer d'une logique d'incitation à d'une logique de coercition. Coercition, c'est-à-dire on taxe. Ouais. On taxe. On demande toujours plus parce qu'on sait que le déficit, de toute façon, il grossit. Alors là, on est en train de travailler, tout le monde est paniqué avec ça, mais c'est pas la conséquence aujourd'hui qu'on découvre ça. C'est la conséquence d'un long processus. C'est-à-dire que le logiciel doit changer. On doit passer à une logique d'incitation, donner envie aux gens. Donc ce dispositif, il s'inscrit tout à fait dans ce schéma-là. Et il y a d'autres schémas qui doivent intervenir, notamment avec le Jean Brun. Là, on voit qu'il y a un correctif aussi qui est en train d'intervenir, notamment pour l'ancien, avec les fameux 20%. Avant, c'était 30% en matière de travaux, on est passé au 20%. Ouais, il y a aussi tout le dispositif concernant les passoires thermiques, où on commence à réfléchir, à revenir à la raison, on se dit, oh là là, il y a trop de logements qui sortent, qu'est-ce qu'on fait? Ne lancez pas là-dessus. Non, mais bien sûr, on va donner la possibilité aux gens, quelque part, de faire des travaux. Oui, parce que c'est au moment de la mutation que les travaux. Donc il faut réfléchir, et j'insiste, j'élargis peut-être un peu trop le débat, mais il faut vraiment passer dans une logique d'incitation au-delà de ce fonctionnement de coercition. Ça me semble essentiel. Alors, il y a Alban, notre réalisateur, qui me dit dans l'oreillette, oui, mais encore faut-il que les banques jouent le jeu. Alors, je salue Alban qui, lui, a toutes les galères du monde avec son éco-PTZ, ce qui est un peu différent, Alban, je m'adresse à lui, parce que le prêt à taux zéro actuel et futur, s'il existe, en l'occurrence, il est entièrement compensé par l'État, donc elles sont beaucoup moins frileuses là-dessus et le fonctionnement est beaucoup plus simple. C'est-à-dire qu'on regarde le taux de marché, on regarde le 0% d'intérêt et l'écart entre les deux, c'est l'État qui paye à la banque. Et du coup, je vous regarde, Béatrice, parce que je parle du coût et effectivement, le logement, on sait, ça rapporte plus qu'il ne coûte, tout ça. D'accord. N'empêche, en période de hausse des taux d'intérêt, si c'est à l'État justement de compenser l'écart entre les taux de marché et ce 0%, est-ce que vraiment il n'y a pas un risque? Vous saviez, les fameuses niches qui s'envolent, qui galopent. Est-ce que ça, c'est pas un risque quand même? Alors ça pourrait l'être, on verra ce que donneront les débats aussi à l'Assemblée nationale. L'échange, il est là aussi pour construire une loi à venir, mais effectivement, elle est pleine d'optimisme. Alors moi, personnellement, qu'on plafonne, mais qu'on arrête aussi de plafonner et d'exclure toutes les classes moyennes du dispositif, parce que finalement, on se rend compte, nous, au quotidien dans nos agences, que ce sont aussi celles-ci qui parfois souffrent. Je parle pas peut-être des très très hauts revenus, bien évidemment. À un moment donné, il faudra peut-être être cohérent là-dessus, mais je pense qu'effectivement, il faut l'élargir au plus grand nombre pour redonner cette dynamique. On se rend compte quand même depuis des années que la politique du logement, elle a été un petit peu oubliée. On est là. Oublié. Un petit peu. Non, mais merci, elle est très politiquement correcte. J'ai pas osé, vous avez vu, j'ai été un petit peu... Allez-y, Béatrice. Voilà, on a été oubliés, on n'a pas eu de ministre du Logement sur certaines mandatures, etc. Donc effectivement, je pense qu'il est temps, parce que, bon là, on parle, effectivement, on est axé sur la famille, l'accroissement du nombre d'enfants, mais on se rend compte, nous, au quotidien, qu'on a besoin de loger de plus en plus de personnes, de familles monoparentales, malheureusement, pour plein de raisons. Donc, ou pas d'ailleurs, hein. Non, ou pas. Mais malheureusement, en tout cas, on a besoin de loger, et nous, notre objectif premier, c'est de faire ce beau métier qui est de trouver un toit à nos clients, et que si en plus c'est pour agrandir des familles et pour qu'on puisse suivre la vie de nos clients, et qu'on ait plus de berceaux que de cercueils, c'est ça l'idée. Oui, parce que je vous rappelle que la bascule démographique, elle est là. La bascule, elle est là. Mais alors, juste, il nous reste 6 minutes de débat. On a beaucoup parlé de comment je relance la demande. On a des politiques qui sont au boulot, donc c'est tant mieux. Il y a des offres de logements familiaux aujourd'hui? Parce que c'est un vrai sujet. Est-ce qu'il y a véritablement des logements familiaux accessibles aujourd'hui? Le problème, c'est un problème de stock.
C'est-à-dire que s'il n'y a pas assez de biens sur le marché, forcément, il risque de ne pas y en avoir assez. Donc tout est lié, en fait. Donc il faut plus de logements, parce que l'immobilier, c'est pas uniquement un domaine spécifique, c'est tout un ensemble de choses. Il faut plus de logements neufs, il faut que les conditions de crédit aussi s'améliorent, notamment peut-être avec le reste à vivre, dont on parle beaucoup. Oui, c'est vrai. Il faut tout un arsenal de dispositions qui vont permettre de relancer la machine. Si effectivement il n'y a pas assez de logements familiaux dans certains endroits, notamment peut-être à Paris, où effectivement c'est pourquoi. Les villes tendues, hein. Pourquoi ? Bah oui, parce que les prix sont trop élevés. Parce que les prix sont trop élevés, puis il y a deux sujets, et ça nous envoie aussi sur l'aspect démographique. Alors on va pas faire tous ceux qui ont pris des grands apparts, qui les ont découpés en plein de petits pour les meubler et maximiser leur rendement. On va éviter d'en parler. Mais par contre, il y a un autre sujet d'ordre démographique qui est, et je m'adresse aux seniors, qui vivent dans des logements qui sont beaucoup moins adaptés qu'ils ne l'étaient auparavant, et donc avec des grandes surfaces où ils sont plus que 1 ou 2 à domicile. Effectivement, il y a tout ce sujet aussi de la rotation qui Bien compte. sûr. Ah, il est évident que de toute façon, notre métier, c'est un maillage. On se rend compte qu'effectivement, il y a un moment donné, quand certains rouages de notre métier se grippent un petit peu, on a effectivement un marché comme on l'a connu. Alors, on a évidemment des éléments extérieurs. On a une guerre en Ukraine, on a plein d'autres petites choses qui sont venues parasiter. Ouais. Mais à un moment donné, quand effectivement on construit moins de logements neufs, quand à un moment donné on a des taux d'intérêt qui augmentent trop, quand tout ça c'est effectivement oui, parce que le neuf d'aujourd'hui c'est l'ancien de demain. Exactement. Voilà, exactement. Et donc c'est un petit millefeuille qui fait que effectivement il faut trouver des solutions pour redonner l'envie à nos clients d'entreprendre, de faire. Alors c'est toujours pareil, le marché de l'offre et la demande arrivera quand les gens auront retrouver cette envie de faire, alors que ce soit pour retrouver une chambre de plus, libérer peut-être un T3 par-ci, un T2 par-là, peut-être même plus petit. Et effectivement, je pense que ça va redynamiser fortement. Alors moi, dans ma région, dans le Var, on est quand même dans un marché plus équilibré. Plus de maisons, donc qui sont plutôt, nous, produits standards, c'est plutôt du T4, donc 3 chambres. Waouh. Oui. Voilà. Non, c'est 12 chambres à Paris. Ouais, voilà. Donc après, effectivement, il y a des spécificités aux grandes villes et aux zones tendues. On est quand même dans un marché tendu, nous, sur le bassin de Lyonnet-Hierois. Mais je pense qu'il faut être créatif. Vous preniez l'exemple de l'appartement familial avec les personnes qui sont seniors. Aujourd'hui, c'est trop grand pour eux. Pourquoi pas favoriser la possibilité de trouver des locataires en mettant des avantages fiscaux, finalement, qui seraient récupérés derrière par l'État. Donc il faut être créatif. On sait qu'à Paris, notamment, on a des besoins en matière de location. Tout le monde le sait. Il n'y a pas assez de logements à louer. Donc on a des seniors qui sont dans un grand 5 pièces dans le 16e et puis qu'effectivement les enfants sont partis. Pourquoi ne pas leur donner la possibilité de louer une partie de leur logement en prévoyant des travaux, peut-être quelque chose qui va améliorer la fluidité du marché immobilier et augmenter l'offre de logements. Parce que le problème, il est là. Le problème des prix élevés, c'est un problème d'offre parce qu'il n'y en a pas assez. Parce que s'il y en a assez, évidemment, les prix s'équilibrent. Donc on est dans ce schéma-là. Après, il risque aussi d'y avoir un sacré choc démographique. Il y a eu pas mal d'études sur le sujet, au moment où tous ces baby-boomers vont partir. Et on va se retrouver aussi avec sur le marché des grandes maisons, des appartements très grands, vides, et qui vont revenir sur le marché. Parce que le sujet, c'est pas d'attendre. Oui, mais on n'en est pas là, effectivement. Un petit investissement viager. Si je pouvais me permettre une petite touche d'humour, il est certain que c'est pas à nos retraités qu'on demandera d'avoir un autre enfant pour quitter leur logement. Ça, c'est sûr, normalement. Mais effectivement, on ne sait jamais. De là à les inciter à quitter leur grand logement. Non, mais il peut y avoir aussi des incitations fiscales. Je rejoins ce que disait Eric, des incitations fiscales aussi pour quitter ce logement, pas uniquement pour le mettre à la location. Mais bon, si c'est entre le choix de l'appartement dans lequel on a vécu 30 ans et une maison de retraite... J'ai trouvé la solution. Demandez à vos retraités parisiens du 16e de venir s'installer dans le Var ou sur la Côte d'Azur. Voilà, on va donner le 06. Mais il y a les logements vacants aussi, Marie. Alors, il y a le banc qui dit qu'ils sont déjà à Nice. Alors, mais venez à Hyères-les-Palmiers. Moi, je suis à côté de Hyères-les-Palmiers, c'est la plus belle côte sauvage. Il y a une biscuiterie. Bon, c'est pas du tout le sujet, mais... Il y a les logements vacants aussi à Paris. On a énormément de logements vacants. Il faut se poser la question, pourquoi ces logements sont-ils vacants? Est-ce qu'on a des gens qui gardent le logement comme ça par plaisir? Il y a des raisons pour lesquelles le logement est vacant. Alors, il y a souvent... Alors, moi, pour avoir eu pas mal de discussions avec l'adjoint au maire chargé du logement, Jacques Baudrier, il y a souvent des personnes âgées qui s'en soucient plus, et c'est pas du tout la recherche d'un gain ou la crainte d'eux, c'est simplement qu'ils s'en soucient plus. Et donc, le sujet, c'est aussi de pouvoir communiquer, expliquer. Il faut les accompagner. Ça veut dire qu'il y a un vrai travail d'accompagnement, que ce soit avec des mesures d'incitation ou avec des mesures d'aide pour aider ceux qui ne savent pas
à avoir plus de logements. Parce qu'à Paris, il y a énormément de logements vacants. Et puis, c'est aussi une façon de revoir la fiscalité. D'ailleurs, je sais que dans les tuyaux pour le projet de loi de finances pour l'an prochain, l'idée, ce serait aussi de décorréler la taxe foncière des résidences secondaires. Parce qu'aujourd'hui, vous avez une surtaxe d'habitation sur les résidences secondaires. Si vous baissez la taxe foncière, vous baissez aussi la surtaxe sur les résidences secondaires. Donc, quand on a des élus locaux qui veulent faire moins de résidences secondaires, mais en même temps faire plaisir à leurs administrés et les habitants permanents, c'est compliqué. Donc ça aussi, ça fait partie des petites choses, des petites lignes sur notre fiscalité. Trop de taxes, trop de coercition, de l'incitation. Voilà, il n'est pas d'accord avec moi. Et puis je crois que c'est notre métier aussi d'agent immobilier d'arriver à conseiller aussi bien nos seniors sur des possibilités. On a aussi, nous, dans nos métiers, dans nos agences l'adresse, des possibilités de les accompagner sur de la gestion de patrimoine, sur des placements, sur des choses. On peut aussi retravailler le projet global immobilier et je pense que c'est aussi ce qui fait la richesse de notre métier avec sa variété. Mais bien sûr, aller convaincre les seniors en leur trouvant un logement plus adapté, peut-être moins coûteux et moins fatigant à l'usage pour pouvoir le libérer pour la famille qui aura eu droit à son super PTZ. Mais des donations aux enfants. On boucle la boucle. Voilà, non, pas les pads, pas les pads, me dit Alban. Non, on garde nos seniors.